Bonjour à tous, aux gens présents dans la salle et sur AXA.com. On va donc vous présenter les résultats semestriels 2010 d'AXA. La présentation sera faite par Henri Decastre et Denis Duverne. Il y a également dans la salle pour répondre à vos questions Gérald Darlin et François Pierson. Je laisse la parole à Henri Decastre. Bonjour à tous. Bienvenue en cette matinée estivale. Alors ces résultats du premier semestre que vous découvrez ce matin sont des résultats qui sont des résultats solides dans un environnement qui restait un environnement relativement volatile comme on l'a vu sur les marchés pendant le premier semestre. Quand vous regardez les grandes composantes de ces résultats, la stabilité du chiffre d'affaires ne doit pas dissimuler le fait qu'il y a un certain nombre d'évolutions qui sont des évolutions solides, positives et qui sont le résultat des actions que nous avons entreprises. Denis va revenir dans le détail dessus, mais vous verrez tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de zones géographiques dans lesquelles on enregistre une croissance forte, qui sont les zones géographiques sur lesquelles on veut mettre l'accent en matière de développement, que ceci est compensé par un développement moins fort sur des zones dans lesquelles les marges sont des marges un peu moins satisfaisantes. Donc il y a derrière une apparente stabilité de chiffre d'affaires et en termes de géographie et en termes de produits, des choix qui sont les choix que nous avons faits pour optimiser le fonctionnement du groupe. La deuxième chose que l'on peut dire, c'est quand on regarde les résultats eux-mêmes, le résultat opérationnel est stable. Le résultat courant progresse d'un peu moins de 30%. Le résultat net, il est marqué par un élément exceptionnel qui est dû à la cession de nos activités anglaises où nous enregistrons une perte d'1,5 milliard sur la vente de ces activités. Si on regarde ce qu'est quelque part le résultat net normal, hors élément exceptionnel, il est en très forte progression, près de 80% par rapport à la même période de l'année dernière. Donc vous voyez, derrière des chiffres qui sont des chiffres solides, un certain nombre d'évolutions qui vont dans le bon sens, en assurance vie où la valeur des affaires nouvelles augmente de 20%, comme en assurance dommages où le ratio combiné courant, du fait des actions qui ont été entreprises pour une meilleure sélection dans les portefeuilles, pour contenir les dépenses et pour augmenter les prix, s'améliore d'un point et demi. Tout ceci conduit à un bilan qui est un bilan solide. La gestion du capital au cours de ce semestre a été une gestion active, comme le montrent les chiffres que vous voyez. Les niveaux de solvabilité sont revenus à des niveaux d'avant-crise. Et je dirais, nous redéployons nos ressources du fait de la cession des opérations anglaises qui permet au groupe de dégager un peu plus de 3 milliards d'euros qui seront repositionnés au fur et à mesure des opportunités sur des zones qui sont des zones de croissance forte. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut dire indépendamment de ces chiffres sur les évolutions géographiques, stratégiques, commerciales, humaines du groupe? Le groupe a continué d'être très actif. Bon, stratégiquement, il y a eu bien sûr la cession à Resolution de la partie traditionnelle que nous ne voulions pas conserver de nos activités anglaises, mais il y a aussi la poursuite des développements dans un certain nombre de pays émergents, même si ce sont des opérations ponctuelles de taille limitée. Nous avons démarré des activités ou racheté de petites sociétés en Serbie, en Roumanie, toujours avec cette idée de capturer la croissance profitable là où elle se trouve. Deuxième élément, en assurance dommage, la force de la marque nous permet de continuer à gagner du terrain. Nous avons au 30 juin à peu près 600 000 assurés de plus qu'il n'y en avait au 1er janvier. C'est une bonne nouvelle parce que quand les portefeuilles croissent en volume dans une période dans laquelle il faut, pour des raisons techniques, faire augmenter les prix, cela veut dire que la société a une offre commerciale attractive qui tient à autre chose que le seul mouvement sur les prix. Ça veut dire que la qualité de service est quelque chose de reconnu. En matière de personnes, nous continuons à faire vivre le groupe.
à recruter, à développer la carrière de nos équipes. Nous annonçons ce matin un mouvement qui est que François Pierson va consacrer maintenant la totalité de ses efforts, après un passage très remarquable à la tête des activités françaises, va consacrer la totalité de ses efforts à la ligne de métier vie et dommage sur l'ensemble du groupe, sur laquelle nous pensons qu'il y a encore pas mal de choses à tirer. Et Nicolas Moreau va quitter l'Angleterre, dont il assurait la direction depuis plusieurs années, pour reprendre les activités françaises. Voilà. Dernier élément que je voulais souligner, nous continuons à être très actifs en matière de responsabilité sociale d'entreprise. Un des éléments dont nous sommes particulièrement fiers, c'est l'action du Fonds AXA pour la recherche, qui, dans les domaines des risques naturels, de la longévité, de l'éducation financière, fait un certain nombre de choses tout à fait passionnantes, avec des actions qui sont choisies par un comité scientifique de très haut niveau qui nous permet d'aider la recherche, d'aider les chercheurs, non seulement en France, mais dans un assez grand nombre de pays, puisque nous avons maintenant financé des actions dans plusieurs dizaines de pays. Donc vous voyez un périmètre d'activité large et une activité qui reste très soutenu et qui conduit à des résultats qui sont des résultats solides dans une période qui reste une période relativement incertaine. Denis va maintenant vous les commenter comme on le fait d'habitude, dans plus de détails, avant que nous ne répondions aux questions. Merci Henri, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais vous commenter l'activité et les résultats du premier semestre. Tout d'abord, l'activité, une bonne résistance du chiffre d'affaires dans tous les compartiments. Donc très légère progression sur le premier semestre avec une inflexion un petit peu plus favorable au deuxième trimestre. Ce résultat, c'est la combinaison à la fois d'une forte croissance dans les régions, dans les pays émergents et dans quelques autres pays, et d'un ralentissement ou d'une croissance moins rapide là où nous avons souhaité préserver nos marges. L'assurance vie est de nouveau en croissance, même si c'est une croissance modeste à 1,5%, avec des bons résultats dans la région Méditerranée, en Asie et en Europe du Nord. L'assurance dommage est stable, avec une augmentation de 4% dans l'activité de particuliers et une diminution de 4% dans l'activité d'assurance entreprise. Donc souscription plus sélective en assurance entreprise, force de la marque et de nos réseaux propriétaires en assurance de particuliers. La gestion d'actifs a vu son activité rebondir de 10%, ce qui est à la fois, ce qui est essentiellement le signal de l'amélioration des marchés, mais aussi du rebond du dollar. Si je me concentre quelques instants sur l'assurance vie épargne retraite, la marge sur les affaires nouvelles a progressé, avec une marge qui atteint 19%. C'est le résultat de cette sélectivité. Aux États-Unis, en France et au Japon, vous voyez que les affaires nouvelles sont en diminution significative. Nous n'avons pas souhaité préserver nos marges à tout prix. Aux États-Unis, l'évolution est encourageante puisque le produit que nous avons lancé en début d'année, Retirement Cornerstone, d'abord dans nos réseaux propriétaires, puis au milieu du semestre dans les réseaux tiers, représente maintenant plus de 40% des affaires nouvelles. Ce produit a une marge meilleure et consomme moins de capital, donc c'est un démarrage qui est satisfaisant, même si les affaires nouvelles, au total, sont en baisse de 13%. En France, nous avons été volontairement moins agressifs sur je dirais, les grosses affaires individuelles sur lesquelles il y a une forte concurrence, et c'est ce qui explique, en même temps que la baisse des affaires d'assurance collective pour lesquelles la réglementation était
très favorable ces dernières années, et la fenêtre qu'avaient les entreprises pour transférer leurs engagements de retraite s'est fermée. Donc il y a une baisse des activités en affaires collectives, mais en affaires individuelles, on a eu une sélectivité plus grande dans nos souscriptions. Dans le reste de l'Europe, on observe une bonne progression, avec en particulier un fort dynamisme en Italie de notre JV avec la banque Monte Paschi, qui voit ses affaires nouvelles progresser de 64%. C'est à la fois le signe du dynamisme de la banque Monte Paschi, mais aussi l'extension au réseau Anton Veneta. Enfin, dans les pays émergents, à la fois Europe centrale et plus encore Asie du Sud-Est, on voit une très forte progression des affaires nouvelles. Sur l'assurance dommages, on a donc cette évolution contrastée que j'évoquais dans mon introduction. Sur les particuliers, donc une croissance de 3,6% qui reflète à la fois le fait, comme l'indiquait Henri de Castries, que nous continuons à engranger des nouveaux clients, 700 000 contrats individuels de plus en net sur le semestre, et que nous passons des augmentations tarifaires, puisque les prix avaient pas mal baissé ces dernières années, et là on voit que les prix se redressent. C'est plus spectaculaire au Royaume-Uni que partout ailleurs, mais je dirais que sur l'ensemble de la plupart de nos pays, nous avons une augmentation des prix. En assurance entreprise, on a plusieurs phénomènes qui se manifestent. D'abord, nous avons cherché à augmenter un peu les tarifs. Ensuite, la crise financière fait que les sommes assurées diminuent. Et du fait que l'assurance entreprise passe plus par des réseaux tiers, des réseaux de courtage, nous avons un peu perdu de volume d'affaires, et nous avons aussi été plus sélectifs sur certains risques qui nous donnaient des résultats très négatifs. Donc une évolution contrastée, mais au total, cette évolution a été favorable pour le groupe. La gestion d'actifs, donc son activité est en rebond en termes de chiffre d'affaires de plus de 10%. La hausse des actifs moyens sous gestion je dirais, reflète cette augmentation de chiffre d'affaires. Nos gestionnaires d'actifs restent en situation de décollecte nette, 24 milliards d'euros au premier semestre 2010, mais cette décollecte est plus faible qu'au premier semestre 2009 où elle était de 38 milliards. Chez AllianceBernstein en particulier, la décollecte s'est réduite très sensiblement et on a même une collecte nette positive sur le segment des clients de détail et une stabilisation sur la gestion privée. On a donc simplement une décollecte nette sur la gestion institutionnelle. Chez AXA Investment Managers, la décollecte est le fait principalement ou même essentiellement de la situation spécifique d'AXA Rosenberg, qui a connu une forte décollecte au premier semestre. Les performances de gestion des différentes expertises d'AXA IM sont en amélioration sensible. Et si on accepte Rosenberg, AXA IM termine le premier semestre 2010 en collecte nette positive. Le redressement de nos gestionnaires d'actifs est en bonne voie et nous rend optimistes pour l'avenir. Passons maintenant aux résultats financiers. Donc résultats opérationnels en assurance vie épargne retraite en progression de 6%. C'est la traduction de plusieurs phénomènes. D'abord, une hausse de la marge financière de 21% qui vient à la fois de la hausse de l'encours moyen des actifs et aussi d'une augmentation de la marge, la différence entre les intérêts perçus et les intérêts crédités. Deuxièmement, une hausse des commissions prélevées sur les actifs et les primes de 9%, qui est principalement portée par la hausse de l'encours moyen. Et troisièmement, une marge technique négative qui est principalement consécutive à la non-récurrence des éléments exceptionnels positifs du premier semestre 2009. Et enfin, une diminution des frais généraux
qui est lié à la fois à des frais administratifs stables et à une baisse des coûts d'acquisition, de l'amortissement des coûts d'acquisition différés. En dommages, nous avons une baisse de 9% de notre résultat, avec un ratio combiné qui est en très légère dégradation à 98,1 par rapport à 98% au premier semestre de l'année dernière. Cette situation nous rend relativement optimistes parce qu'en fait, derrière cette dégradation légère du ratio combiné, il y a une amélioration significative du ratio combiné de l'exercice courant qui baisse d'1,5 point. Il y a moindre prise sur les réserves des exercices antérieurs. Donc, le fait que le ratio combiné de l'exercice courant s'améliore est un signal positif sur l'avenir. Nous avons eu un niveau de charge sur les événements naturels qui est à peu près identique à celui de l'année dernière. On a eu cette année la tempête Xynthia, on avait eu l'année dernière la tempête Kirill, donc au niveau tempête, on est à peu près au même niveau. Les ratios d'expense, de dépenses sont stables et on a un résultat financier qui baisse du fait d'une baisse du rendement moyen des actifs, du fait que les taux d'intérêt sont restés bas sur le premier semestre et que, à la différence de l'assurance vie, nous avons une duration plus faible de nos actifs qui fait qu'on réinvestit plus en actifs à plus bas taux d'intérêt. Sur la gestion d'actifs, on a une baisse du résultat de 15%. Et cette baisse est exclusivement liée à une non-récurrence d'économie d'impôt sur AllianceBernstein, puisqu'en fait, on a sur, je dirais, ce qui est la performance sous-jacente, on a une hausse de chiffre d'affaires que j'ai déjà commenté de 10% et une augmentation des frais généraux qui n'est, elle, que de 5%. Donc, on a là aussi une situation qui est plutôt encourageante pour l'avenir. Si on reprend donc ces évolutions, on arrive au total à un résultat opérationnel en baisse de 3%, donc une baisse qui est très limitée et qui reflète les performances contrastées que j'ai déjà évoquées. Je n'avais pas évoqué l'assurance internationale qui progresse de 17% grâce à une très bonne performance d'AXA Corporate Solutions, qui est l'assureur des risques industriels du groupe. Passons maintenant au résultat courant. Donc le résultat courant, c'est le résultat opérationnel plus les plus et moins values réalisées, moins les dépréciations d'actifs. On a une forte baisse des dépréciations d'actifs ce semestre. Elles ne sont plus que de 200 millions d'euros. Une progression des plus-values réalisées qui sont de 200 millions d'euros ce semestre, donc en ligne avec notre indication de moyenne période qui est que sur l'année, on fera 300 à 500 millions d'euros de plus-value. Au total, donc, on a un résultat courant qui progresse de 29%, ce qui est une situation assez favorable et qui est utile dans la mesure où c'est à partir du résultat courant que nous déterminons le dividende. Le résultat net, comme vous l'a dit Henri de Castres, est largement affecté par la perte exceptionnelle sur la cession de nos activités britanniques. On note une amélioration de la valorisation de notre portefeuille d'ABS et d'actifs alternatifs. Pour le reste, je crois que je n'ai pas besoin de commenter d'autres chiffres, sauf pour dire que, hors la perte liée au Royaume-Uni, on aurait un résultat net en progression de 80%. Quelques commentaires maintenant sur le bilan. Nos capitaux propres progressent de 2,4 milliards d'euros à 48,6 milliards d'euros, notamment sous l'effet des résultats générés au cours du semestre et de l'augmentation des plus-values latentes. Le stock des plus-values latentes comptabilisées au bilan continue d'augmenter sensiblement pour atteindre près de 6 milliards d'euros. Quelques commentaires maintenant sur notre structure financière. Nous avons une dette financière qui a progressé au cours du semestre
pour atteindre 16 milliards d'euros. Parmi les explications de cette augmentation de la dette, il y a le fait que nous avons émis en avril 2010 une dette subordonnée d'1,3 milliard d'euros pour rembourser de manière, pour faire face au remboursement prévu en décembre d'une dette d'un même montant. Cette émission s'est très bien passée puisque le livre d'ordre avait été souscrit 6 fois. Notre ratio la deuxième explication, ce sont des opérations de change. Le dollar s'est renforcé durant la période et certaines couvertures de change ont affecté notre dette financière. Notre ratio d'endettement reste néanmoins à un niveau tout à fait satisfaisant. Il est à 29%. Et ce ratio de 29% ne tient pas compte du produit de la cession de nos activités d'assurance vie au Royaume-Uni, qui ramènerait ce ratio à 27%. Et c'est une opération qui est prévue avant la fin du 3e trimestre. La couverture des frais financiers, c'est-à-dire par le résultat, est supérieure à 9 fois, donc elle progresse, ce qui nous rend tout à fait confiants en ce qui concerne la solidité financière du groupe à long terme. Quelques mots sur la structure des actifs du Fonds général. On peut voir que cette structure est assez stable puisque le portefeuille obligataire représente toujours 81% du total. On voit que nos portefeuilles obligataires se sont réévalués au cours du semestre. C'est l'effet de la baisse des taux d'intérêt et cet effet a été plus important que l'effet de la hausse des spreads, ce qui témoigne de la qualité de ce portefeuille, puisque si ce portefeuille avait été de moindre qualité, la hausse des spreads aurait eu un effet négatif, ne compensant pas la baisse des taux. Notre exposition sur les pays du pourtour méditerranéen qui ont défrayé la chronique au cours du premier semestre est restée stable et relativement faible. On voit que notre portefeuille, par ailleurs, s'est bien comporté. L'immobilier a légèrement augmenté, les investissements alternatifs également. Et pour le reste, on s'aperçoit que ce portefeuille reste stable et de très bonne qualité. Notre ratio de solvabilité en norme solvabilité 1 est monté à 188%. C'est la combinaison de la hausse des plus-values latentes et du résultat du semestre. Donc ce niveau est comparable à ceux d'avant-crise. Il témoigne de notre solidité financière et de la qualité de la gestion des risques du groupe. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à Henri de Castres. Bien, donc au total, vous voyez que ce sont des résultats qui sont solides et qu'ils vont nous inciter à continuer ce que sont les efforts que nous faisons pour renforcer notre profil de croissance et optimiser l'allocation de notre capital. Le capital dans les institutions financières est une denrée rare et coûteuse, j'allais dire, du fait de Bâle 3 pour les banques, du fait de Solvency 2 pour les compagnies d'assurance. Cela nous incite à être sélectifs dans les affaires que nous souscrivons et actifs dans la répartition de ce capital entre les lignes de produits et les zones géographiques. Quand vous regardez à la fois sur la vie, l'épargne, la retraite et sur l'assurance dommage, ce que nous essayons de faire, c'est assez simple à comprendre. On essaye en vie, épargne, retraite de se déployer plus sur les branches qui sont les branches qui offrent une valeur des affaires nouvelle forte et sur les zones géographiques qui ont le même profil. C'est-à-dire que la prévoyance, par exemple, les activités d'assurance santé, peut-être demain d'assurance dépendance, sont des activités sur lesquelles nous voulons mettre l'accent, plus peut-être que sur les activités classiques d'épargne fonds général. Ça ne veut pas dire que nous allons sortir de ces activités-là, mais ça veut dire simplement que comme les marges
ils sont moins bonnes et les perspectives de croissance plus incertaines. Quand on a le choix, il faut le faire, ce choix. De la même manière, sur la partie assurance dommages, vous voyez très clairement dans les chiffres de ce semestre qu'il y a une croissance qui est assez soutenue sur les risques de particuliers, moins forte sur les risques d'entreprise, sur lesquels nous restons très sélectifs. Donc nous essayons, dans ces périodes, de faire jouer nos avantages compétitifs. Un des avantages compétitifs forts que nous avons aujourd'hui, dans une période qui reste incertaine et après une période qui a été très agitée, c'est la force de la marque, parce qu'elle convainc un certain nombre de partenaires et un certain nombre de clients de venir faire des affaires avec nous, et la marque est clairement maintenant une prime. Voilà ce que je voulais vous dire, et je pense que nous sommes maintenant prêts à répondre à vos questions, soit dans la salle, soit à l'extérieur. Y a-t-il une question dans la salle? Oui. Ce que je vous demande peut-être, c'est pour tout le monde de vous présenter avant de poser la question comme d'habitude, si vous le voulez bien. Oui, alors moi c'est Iman Azki et je travaille pour le média internet Saisie Bourse. Je voudrais vous poser 3 petites questions sur le marché de l'assurance vie, s'il vous plaît. La première, c'est quel regard vous portez sur la diminution du rythme de croissance de la collecte, justement, qui a été constatée par la Fédération française des sociétés d'assurance. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, quel regard également vous portez sur la réforme de la fiscalité et la réforme des taux garantis autour, justement, donc, de ce produit. Et enfin, quel regard vous portez sur la concurrence du livret A vis-à-vis justement de l'assurance vie. L'idée étant de simplement conclure en se demandant si aujourd'hui l'attractivité du produit ne serait pas remise en cause ou ne serait pas en danger vis-à-vis des ménages français. Voilà. D'accord, merci. Donc ça, c'est une question qui est très française. Je pense qu'on peut répondre de façon simple. 1. L'assurance vie reste le vecteur privilégié de placement des Français en stock et en flux. Donc ça reste une source d'épargne longue très importante, intéressante pour les clients, nécessaire pour le financement de l'économie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. L'intérêt, la France, comme l'Europe, a un avantage compétitif qui est le taux élevé de son épargne, mais il faut que cette épargne, elle soit bien investie si on veut générer des investissements et de la croissance. L'assurance vie est une manière d'y contribuer. Et aujourd'hui, elle reste, même si on a pu constater une certaine diminution de la collecte, elle reste le véhicule d'épargne privilégié des Français. Deuxième élément, oui, il y a un certain nombre de réflexions et de discussions autour des avantages fiscaux liés à l'assurance vie. Je ne crois pas qu'on puisse caractériser véritablement l'assurance vie de niche fiscale, entre guillemets, parce que ces avantages ont pour contrepartie des obligations qui sont des obligations de détention longue. Si vous faites des allers et retours sur de l'assurance vie, vous n'avez pas d'avantage fiscal, en tout cas pas d'avantage fiscal significatif. Donc l'avantage fiscal sur l'assurance vie, il est lié à des obligations de détention longue que l'État a jusqu'à maintenant souhaité favoriser parce que cette détention longue permettait des investissements longs. C'est quelque chose qui me semble très important de souligner à un moment où, plus que jamais, l'Europe a besoin de trouver un financement à ses investissements industriels et un financement à sa dette publique. Alors, le fait que la collecte ralentisse un peu sur le marché français, ça tient au fait d'abord que le premier semestre a quand même été assez agité sur le plan financier, et donc il y a une relative, dans les périodes de turbulence comme celle-ci, il y a toujours une relative aversion au risque des clients, ou en tout cas une hésitation sur la prise de risque long. Ils préfèrent attendre de voir si les nuages se dissipent ou si l'orage arrive. Donc il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides de mouvements sur quelques mois. Ça tient aussi au fait qu'un certain nombre d'acteurs sont plus sélectifs. Vous l'avez vu pour ce qui nous concerne. Nous ne faisons pas un certain nombre de grosses affaires qui sont des affaires, je dirais, importantes en volume de primes souscrites, mais faibles en marge. Elles ne nous intéressent pas. Elles vont d'ailleurs être de plus en plus réglementées, ces affaires, parce qu'il ne nous semble pas qu'il s'agisse là de véritables affaires d'assurance vie longues. Ce sont plutôt des gens qui viennent chercher des opportunités de taux garantis sur des périodes courtes. Ça ne nous semble pas correspondre à ce que nous voulons faire. Dernier élément, la comparaison avec les livrets de caisse d'épargne. Oui, on va sans doute constater une légère remontée des taux sur les livrets de caisse d'épargne.
ça reste quand même des taux qui sont compris entre 1 et 2%, c'est-à-dire que sur une période longue, c'est tout de même pas l'investissement du siècle. Et quand on compare à ce que peuvent rapporter sur longue période les contrats d'assurance vie investis en unités de compte à des moments où les marchés semblent historiquement à des points bas, je pense que dans 5 ou dans 10 ou 15 ans, la comparaison sera flagrante. Voilà ce que je voulais dire sur l'assurance vie en France. François, je ne sais pas si tu veux rajouter des choses. Non, juste dire que le taux moyen garanti plafond. Micro. Il faut le micro aussi. Ouais. Juste rajouter sur la question sur les taux garantis et sur la nouvelle réglementation qui est entrée en application le 1er août, le taux moyen du marché, le plafond, vous savez que ces taux auront un plafond et un plancher, et que le plafond il est à 3,75 pour l'ensemble du marché français. Alors évidemment, on est quand même assez loin des taux des livrets. Oui, c'est juste le double. C'est juste le double. Cela dit, ça va, je veux dire, quand Henri dit que nous avons évité un certain nombre d'affaires qui fait que d'affaires importantes avec des taux garantis élevés, nous n'avons pas évité de faire les affaires normales. Oui. Par contre, on s'est tenu à l'écart des affaires où les taux garantis étaient excessifs, n'étaient pas raisonnables. Et bien à partir de cette réglementation, d'ailleurs à partir du 1er août, on va voir justement la raison revenir parce que il y a eu cette disposition. Donc les comparaisons entre les différents acteurs du marché, je pense, vont se stabiliser et notamment à notre profit. Oui. Oui, bonjour, Craig Viscusi de l'agence Bloomberg. Où est-ce que vous êtes avec AXA Asia Pacifique, premièrement? Et deuxième, si vous pouvez parler de quelle sorte d'unités peuvent être à vendre. Je pense peut-être à AXA Rosenberg, Assurance Vie en Grande-Bretagne, je ne sais pas, ce sont des idées. Bon. Sur AXA APH, il n'y a rien de nouveau par rapport à ce qui s'est passé dans les jours précédents. C'est-à-dire que NAB, la banque australienne, est toujours en discussion avec l'autorité de la concurrence pour essayer de trouver un terrain d'entente qui permette de lever les objections de cette autorité sur la proposition de NAB. Voilà. Sur AXA Rosenberg, nous ne comptons pas vendre AXA Rosenberg. Et sur les listes de sociétés que nous voulons acheter ou vendre, nous n'avons pas l'habitude de les communiquer. Voilà. Ben je vous l'ai dit, je veux dire, nous sommes, je dirais, pragmatiques sur l'allocation de capital. Il y a des zones dans lesquelles nous recherchons de la croissance, à la fois en termes de lignes de produits et en termes de zones géographiques. J'ai cité notamment la prévoyance et la santé en matière d'assurance vie, les risques de particuliers en matière d'assurance dommages, et en matière de zones géographiques, un certain nombre de pays émergents qui sont les mêmes, il n'y a rien de neuf. Denis, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, simplement clarifier que sur le Royaume-Uni, donc nous sommes en train de céder une partie de nos activités d'assurance vie. Nous gardons une activité très importante au Royaume-Uni en assurance dommages, en assurance santé et en assurance vie également sur les segments que nous considérions comme les plus porteurs. Et nous avons là un portefeuille d'activités qui nous satisfait et dont nous espérons qu'il va nous permettre de réaliser une très bonne performance. Question suivante. Y a-t-il une question à distance? Non. Question dans la salle? Oui, Géraldine. Oui, juste sur la gestion d'actifs, n'étant pas forcément très familière avec cette activité, est-ce que vous pouvez revenir sur l'explication de la décollecte et sur ce qui se passe chez AXA Rosenberg? Oui, bien sûr. Question de pure béotienne. Bien sûr. Denis, tu veux le prendre? Donc sur AllianceBernstein, nous continuons à avoir une décollecte, mais qui est beaucoup plus modeste et qui vient essentiellement de ce que la performance de gestion d'actifs en 2008 a été mauvaise et que ça a affecté la performance non seulement sur l'année 2008, mais aussi sur un horizon de 3 ans. Cette performance s'est très sensiblement redressée, donc cette décollecte se réduit. Il y a toujours un effet de retard
lorsque une société de gestion d'actifs a une mauvaise performance, ça conduit les sociétés qui conseillent les fonds de pension à dégrader la note de cette société, et il faut toujours du temps pour que cette note se redresse, et ça a un impact très direct sur la collecte nette. Il y a un signe avant-coureur positif chez AllianceBernstein, qui est que le nombre de mandats gagnés, donc la collecte brute, augmente sensiblement. Donc on pense qu'on n'est pas très loin. Il y a d'ailleurs un mois positif qui était le mois de juin. On n'est pas très loin de se retrouver dans une situation de collecte nette positive. Mais encore une fois, c'est l'effet retard d'une mauvaise performance d'investissement sur l'exercice 2008. Chez AXA IM, on a aussi une situation qui se redresse sur la plupart des expertises en termes de performance d'investissement. Et donc, hors AXA Rosenberg, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la collecte nette est positive. Sur AXA Rosenberg, nous avons annoncé au mois d'avril que nous avions découvert une erreur dans un des programmes. C'est un gestionnaire d'actifs quantitatifs et donc qui détermine ses choix d'investissement en fonction de programmes informatiques qui analysent les marchés financiers. Nous avons découvert une erreur qui s'était produite entre 2007 et 2009, qui a depuis été corrigée, mais cette annonce de cette erreur a entraîné une très forte décollecte qui était de 15 milliards sur le seul deuxième trimestre. Et donc nous avons décidé de prendre dans nos comptes une provision de 64 millions d'euros au cours de ce semestre pour tenir compte de cette situation et indemniser les clients d'AXA Rosenberg. Donc c'est une situation que nous suivons de près et dont nous pensons que le pire est derrière nous, puisque nous avons à la fois corrigé l'erreur et analysé ses conséquences sur les portefeuilles des clients. Oui. Question, s'il vous plaît. Aux États-Unis, vous avez indiqué que vous vous concentrez plutôt sur la rentabilité des produits, je suis en assurance vie, hein. Mais qu'est-ce qu'il en est sur les variable annuities? Est-ce que le commentaire que vous avez fait tout à l'heure sur le nouveau produit, là, je ne sais plus comment il s'appelle, Retirement Cornerstone, ça concernait ça, c'est-à-dire que vous avez des signes positifs sur les variable annuities aux États-Unis? Alors sur les variable annuities, on a des signaux positifs sur le mix de produits. On a des signaux positifs aussi en termes de part de marché, puisque notre part de marché, qui était de 4,7% au quatrième trimestre l'année dernière et au premier trimestre de cette année, est, d'après les premières indications, de 5% sur le deuxième trimestre. Et on a néanmoins, du fait de la forte volatilité des marchés et de l'augmentation des spreads, un résultat des activités de couverture, donc de hedging, qui est négatif sur le premier semestre. Au total, les activités d'assurance vie et de variable annuities sont rentables au premier semestre 2010, mais les activités de couverture ont dégagé une perte sur le premier semestre. Autre question? Oui. Si on parle de vos perspectives de résultats éventuellement, est-ce que vous pouvez escompter un retour à l'équilibre justement sur les deux pôles où vous êtes négatif, en l'occurrence dommages et gestion d'actifs d'ici la fin de l'année, ou pas? On n'est pas négatif en résultat, on est positif en résultat. Ensuite, en croissance sur l'assurance vie, on est positif. Le chiffre d'affaires en assurance vie a augmenté au premier semestre. Et le résultat également. Et le résultat a augmenté assez significativement. Le point, je pense que vous faites allusion au fait qu'il y a une décollecte en gestion d'actifs, c'est-à-dire que la valeur totale des actifs gérés a augmenté, mais il y a des clients qui ont retiré de l'argent. Et plus de clients qui ont retiré de l'argent que de clients qui ont mis de l'argent frais, même si la valeur totale des actifs a augmenté. Et ça, le retour à l'équilibre ne se fera que progressivement, comme l'a indiqué tout à l'heure Denis Duverne. Oui.
Séverine Solier, La Tribune. J'aurais deux questions qui concernent la France. Vous avez indiqué un changement de direction à la rentrée. Ma première question concerne le bilan. Quel est le bilan quel bilan dressez-vous de la décennie qui vient de s'écouler? Et ma deuxième question concerne l'arrivée de Nicolas Moreau. Est-ce que son arrivée traduit un changement de stratégie? Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y avait une baisse de la valeur des affaires nouvelles. Est-ce que, et que vous souhaitiez vous repositionner davantage sur la santé et la dépendance? Est-ce que ça veut dire que ça va trouver une traduction concrète prochainement en France? Alors, deux choses. Un, je vais faire rougir François Pierson. Le bilan du passage de François à la tête de la France, il est remarquable. Quand vous regardez où est AXA aujourd'hui par rapport à où était AXA au début des années 2000 sur le marché de l'assurance français, nous avons très fortement consolidé nos positions. La profitabilité des activités est très bonne. Regardez ce que sont les marges en assurance vie. Regardez ce que sont les ratios combinés en assurance dommage. Je vous rappelle que les ratios combinés au début de ce siècle, entre guillemets, quand d'ailleurs nous avons respectivement pris nos fonctions, ils étaient à 114. Okay. Alors aujourd'hui, on peut discuter du point de savoir si on est à un haut ou à un bas de cycle, mais s'il y a 10 ans, on nous avait dit qu'à 98, on voulait, et c'est sur l'ensemble du groupe, parce que les ratios français ont toujours été un peu meilleurs que ceux de l'ensemble du groupe. Donc, si on nous avait dit 98 sera un point à partir duquel vous essaierez d'optimiser pour faire mieux, on aurait été très content, parce qu'à l'époque, ça apparaissait très très loin. Donc, le bilan d'une décennie, tant en matière de presque une décennie, ça ne fait pas tout à fait une décennie, tant en matière d'assurance dommage qu'en matière d'assurance vie, est un bilan extrêmement positif. Et si j'ai proposé à François de se concentrer sur la ligne de métier assurance dommage au niveau de l'ensemble du groupe, c'est parce que je pense qu'il peut, en se consacrant complètement à cette activité-là, nous permettre de franchir une marche encore supplémentaire. Donc, je dirais c'est un bilan qui est un bilan élogieux. Est-ce que l'arrivée de Nicolas va marquer un changement de stratégie? Non. Je veux dire, les grands axes stratégiques, ils sont déjà dessinés. Vous avez vu qu'on est plus sélectif sur le marché de l'assurance vie comme sur le marché de l'assurance dommage. Et quand on dit que nous voulons mettre l'accent sur des produits qui soient des produits qui aient des taux de croissance de chiffre d'affaires plus forts et des marges qui sont satisfaisantes, la prévoyance, la santé, ça n'est pas seulement en France, c'est partout. La plupart de nos clients, et on en a 90 millions dans le monde, ne sont pas suffisamment bien couverts en matière de prévoyance ou en matière d'assurance santé. Quand on a des réseaux propriétaires ou tiers qui sont des réseaux efficaces et quand on a une marque qui est une marque, je dirais, reconnue et à laquelle on est prêt d'accorder une prime, essayer de vendre davantage de ces produits qui correspondent aux besoins des clients est quelque chose de naturel. Donc c'est pas une rupture, c'est une évolution, comme on fait en permanence évoluer le management du groupe. Oui. Oui, bonjour, c'est une toute petite question. Je vois ici votre exposition à la Grèce, c'est 300 millions d'euros. Si je me souviens, vous avez fait une annonce il y a quelques mois où c'était 500 millions. Donc je demande qu'est-ce qui se passe, s'il y a eu une réduction de votre exposition et si c'est quelque chose que vous continuerez à faire. Oui, je sais pas. Denis, ou Gérald, tu veux prendre ça? C'est sur un portefeuille, je vous rappelle, de 440 milliards d'euros. Hein, donc on est en train de parler de... Il y a eu une échéance notamment, donc il y avait des placements à court terme et à moyen terme, il y a eu une échéance. Voilà. Non. Et vous continuerez à faire ça Si vous voulez, de toute façon, sur ces pays-là, il y a des échéances régulières, on a des placements à moyen terme, à long terme, et donc on attendra, on verra si on souhaite dans le futur réinvestir sur ce pays. Pour l'instant, nous ne renouvelons pas sur la Grèce. Ceci dit, nous sommes présents en tant qu'assureurs dans tous ces pays et les sociétés d'assurance qui sont dans ces pays investissent dans la dette de ces pays.
Ce qu'on a réduit, c'est les investissements nouveaux dans la dette de ces pays venant des sociétés d'assurance d'autres pays du groupe. Nous avons une activité d'assurance en Grèce dont nous sommes contents et que nous entendons continuer à développer. Autre question? Bien. Plus de questions? Pas de questions à distance? Merci beaucoup. Ah, si, une toute dernière alors. Une question générale sur les normes comptables. Est-ce que vous avez un commentaire sur le projet qui a été présenté par l'IASB et sur ses effets à venir sur AXA? C'est un peu tôt pour commenter ce projet puisqu'il a été publié il y a 2 jours. On peut dire qu'il est assez largement conforme à ce qu'on pouvait attendre, je dirais que l'intérêt de la profession dans ce domaine, c'est de faire en sorte que ce que nous avons sur IFRS et sur Solvency II soit aussi proche que possible pour ne pas avoir des normes qui soient divergentes. On peut dire aussi que dans ce projet, il y a encore des dispositifs qui entraîneront plus de volatilité artificiellement que ce que l'on souhaiterait, mais ça n'est qu'un projet. Et je pense que l'IASB s'attend à recevoir des commentaires et nous nous attacherons, au sein des différentes instances professionnelles auxquelles nous participons, à faire des commentaires constructifs sur ce projet. On peut dire aussi qu'il est meilleur que le projet précédent, ce qui veut dire que l'IASB a largement écouté ce que les professionnels de l'assurance avaient à lui dire sur les normes comptables. Denis est très diplomate dans sa réponse. Voilà. Bien. S'il n'y a plus de questions, je vous propose de lever la séance et je souhaite de très bonnes vacances à tous ceux qui comptent en prendre. Merci.